Mais comment ça, les elfes, c'est la pire des races? Mais oui, mon vieux, tout le monde les déteste. Enfin, si vous avez une vie normale, quand je vous dis elfe, vous pensez à Legolas, la beauté, le raffinement, tout ça, tout ça. Mais dans les communautés un peu geeks de fantasy du Seigneur des Anneaux, ça vanne pas mal les elfes. Pourquoi les elfes sont nazes et les hommes sont bien plus cool? D'autres gens détestent les elfes ici? Pourquoi tout le monde déteste les elfes? Pourquoi ça rage sur les elfes dans les communautés fantasy? À tel point que certains fans en ont assez et réclament un arrêt des moqueries. Bon, alors, oui, d'accord, mais non. Parce qu'en fait, je viens de me retaper toute l'histoire des elfes de Tolkien, et je peux vous le confirmer, c'est vraiment une sale race. Donc non, on va pas s'arrêter de chambrer ces petits en... Maintenant, si vous voulez comprendre pourquoi le racisme anti-elfe est légitime, ou que vous voulez simplement vous marrer un bon coup avec moi, installez-vous confortablement et préparez-vous à déchirer vos posters de Legolas. Parce que je vais vous révéler la douloureuse vérité sur les elfes. Alors avant de vous raconter les plus sombres histoires des elfes, on va commencer en douceur avec deux personnages que tout le monde connaît, Elrond et Legolas. Bon, ok, Legolas c'est particulier parce que je peux pas vraiment dire qu'il représente pourquoi les elfes c'est la pire des races, mais il est quand même agaçant, surtout dans les films. Alors on peut pas lui enlever un truc, c'est que le mec c'est Terminator option flèche illimitée. Mais à part être une machine à tuer, finalement il apporte rien à l'intrigue, à la communauté, au développement des personnages. Genre regardez bien cette scène où il s'adresse à Frodo. And you have my bow. Alors j'espère que vous avez été bien attentifs parce que c'est la seule fois où Legolas s'adresse à Frodon dans toute la trilogie. Le reste du temps, il sort des phrases inutiles. This forest is old. Very old. A red sun rises. Blood has been spilled this night. Merci Captain Obvious. Bon, on apprécie quand même sa bromance avec Gimli et surtout sa vue bionique. Legolas, what do your elf eyes see? The Uruks turn northeast. They're taking the hobbits to Isengard. Mais qu'est-ce que tu racontes, Isengard là? Vous allez pas le croire quand même. Bref, Legolas c'est un pur PNJ, mais c'est vraiment Elrond qui représente bien le problème avec les elfes. Arrogance, autoritarisme, L'un de vous doit le faire. et bien sûr, rejet de la faute sur les autres. Détruisez-le! Non. Isildur! Tout aurait pu être fini ce jour-là, mais il permit au mal de perdurer. D'accord, mais et toi Elrond? Tu étais là. Tu sais bien que l'anneau influence son porteur. Qu'est-ce que tu as fait à part crier Isildur très fort? Oui, tu as raison, tout aurait pu être terminé si tu t'étais battu pour pouvoir jeter l'anneau. Je sais pas, t'aurais au moins pu essayer de plaquer Isildur. Ou, solution extrême, tu le pousses dans la lave. Ça vaut le coup pour sauver le monde, non? Et voilà, allez hop, ça dégage. Réglé. Mais non, Monsieur Sauron, il préfère juste pousser une petite gueulante pour quelques années plus tard faire sa mijaurée et dire que tout ça c'était la faute des hommes. En plus, Elrond, il fait genre oui, nous les elfes, on n'a rien à voir avec la faiblesse des hommes. Lui-même, c'est pas vraiment un elfe. Son arrière-grand-père, c'était un humain. Et ça, il le crie pas sur tous les temps, mon boug. Mais le plus hypocrite chez Elrond, c'est qu'il ose dire que tout ça c'est la faute des hommes. Alors que si on en est là dans le Seigneur des Anneaux, c'est clairement la faute des elfes. Parce que cette sale race, ils ont mis le bordel dès le début de leur existence. Bon, les elfes, c'est les premiers-nés de Eru Ilúvatar, donc Dieu dans l'univers de Tolkien, et ils apparaissent très très loin à l'est de la Terre du Milieu. En gros, c'est par là, quoi. Et oui, j'ai une carte de la Terre du Milieu, et c'est grâce à Displate qui est partenaire de cette vidéo. Vous savez, les fameux posters métalliques qu'on peut fixer au mur sans faire de trous. Eh bien, c'est eux que je voulais pour cette vidéo parce qu'ils ont des collections magnifiques pour les nerds de fantasy comme moi. Autour du Seigneur des Anneaux, bien sûr, mais aussi autour d'autres univers fantastiques comme Harry Potter, Game of Thrones ou Elden Ring. Ma préférence personnelle va au tableau de Greg Rutkowski, un artiste de légende dont vous avez certainement vu les œuvres pour Donjons et Dragons ou les cartes Magic. Mais Displate propose aussi des posters plus légers, comme ce gros chat qui est occupé, ou ce renard qui dort dans les nuages. Je l'ai pris pour ma fille. Vous trouverez aussi des posters autour du cinéma, de la BD, de la musique ou encore de l'automobile. Pour vous aider, j'ai fait une sélection des collections que je trouve vraiment cool. Vous les trouverez sur displate.com/nibor. N'hésitez pas à prendre des collections complètement différentes parce que l'intérêt de ces posters, c'est qu'ils sont super simples à changer. Displate livre très rapidement, alors pour bénéficier de la promotion, utilisez le lien en description ou mon code NIBOR. N-I-B-O-R. Donc ils apparaissent par là au bord d'un lac et la légende dit que les premiers elfes ont grandi dans le sol jusqu'à la taille adulte. Puis les 3 premiers mecs se sont réveillés en premier et à côté de chacun d'eux il y avait une femme elfe. Et l'idée c'est qu'en fait la personne qui est à côté de toi c'est la personne qui va t'être destinée à vie. Et quand tu sais que les elfes sont immortels, tu te dis que t'as pas intérêt à faire mauvaise pioche. Ah non 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 non. Ah non il faut changer là. Ah non, non les gars, non, 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 moi il faut changer. Ça te fait déjà une bonne base pour devenir un salopard aigri, hein. On a donc 3 couples qui vont en fait donner les 3 grands peuples elfes. T'as les Vanuars gouvernés par Ingwe, les Noldor gouvernés par Finwë,
et les Teleri gouvernés par deux frères, Elwë et Olwë. Oui, vous allez voir, les noms des elfes, c'est beaucoup de Finn, de Wë, de Rod. On dirait en fait qu'à chaque fois, ils essaient d'être originaux, mais qu'ils n'ont pas assez d'imagination pour vraiment créer des prénoms, quoi. Pour les trois couples, une fois réveillés, ils se baladent autour du lac, et puis ils tombent sur d'autres elfes qui sélectionnent, en fait, pour rejoindre leur team. Puis il y a Oromé, un des Valar, donc un des anges de la planète, quoi, qui se balade par là, et qui les entend chanter. Il décide de les appeler Eldar, le peuple des étoiles. Oui, parce qu'à cette époque, il n'y a pas encore le soleil, il n'y a pas la lune, donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a des étoiles, et du coup, peuple des étoiles. Au début, les elfes, ils ont un peu peur de lui, parce qu'ils croient que c'est Melkor, vous savez, le big boss de Sauron, le vrai méchant à la base de l'histoire, plus connu sous le nom de Morgoth. Et donc, comme Melkor, c'était leur seule interaction hors de leur communauté hippie, ils se disent que c'est peut-être un peu du même acabit, donc il y a une partie des elfes qui s'en va. Mais il y en a qui restent, ça prend l'apéro avec Oromé et ils deviennent potes. Oromé reste un peu avec eux, puis au bout d'un certain temps, il revient au bled, donc en Valinor, la terre des dieux, qui est sur en fait un autre continent. Donc là, c'est plutôt vers là-bas. Là-bas, il raconte à tout le monde que les premiers enfants d'Ilúvatar se sont réveillés, mais que ce cassos de Melkor s'amuse à leur jeter des crottes de nez. Du coup, les Valar débarquent en terre du milieu, et là, ça bastonne sec. Enfin, Melkor prend une bonne déculottée et finit enchaîné. Et les elfes, eux, ils sont pédards, en fait, ils sont loin de tout ça, ils sont même pas au courant de ce qui se passe. Après la victoire, les Valar décident de garder Melkor enchaîné à Valinor, et ils invitent aussi les elfes. Mais tous les elfes ne sont pas chauds de venir, ou alors pas tous au même moment. Pour faire simple, il y a une partie des Teleri qui reste en terre du milieu, pendant que tous les autres, Valinor. Bon, je vous dis Valinor, mais comme je vous ai dit au début, les elfes, ils apparaissent très loin à l'est. Donc en fait, il y a toute la traversée du continent à faire, puis la traversée de l'océan. De là à de là, et à de là. En gros, c'est la traversée de l'Europe et de l'océan Atlantique. Donc ça fait un sacré bout de chemin. Mais comme les elfes, ils sont immortels, ils sont pas vraiment pressés. Mais genre, pas pressés en mode des dizaines d'années, quoi. C'est beau, hein? Ouais, c'est super, ouais. On peut bouger maintenant? Non. Et c'est comme ça qu'en plus des elfes qui sont restés au point de départ, t'as d'autres elfes qui s'éparpillent en cours de route et qui préfèrent aller explorer la terre du milieu. Dont un des deux frères rois des Teleri d'ailleurs, qui en se baladant dans un bois, tombe sur Melian, une Maya, et il se fige sous le charme. Du coup, il y a toute une partie de ces elfes qui partira pas parce qu'ils cherchent leur roi. Pour ceux qui arrivent jusqu'à l'océan, qu'ils n'avaient jamais vu, ils ont peur. Donc il y a une partie qui se cache dans les forêts. Et du coup, Oromé, il les laisse là. Il s'occupe juste de ceux qui sont restés sur la plage. Et c'est donc là, après un putain de siècle de randonnée d'elfes, que Oromé se pose enfin la question, mais comment je vais les faire traverser l'océan? Alors, comment on fait, chef? Comment on fait je vais te le dire, moi. Comment on fait? Comment on fait Vous savez pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai absolument pas réfléchi. Voilà. Moi, à la place des elfes, j'aurais perdu tout respect pour le gars, là. Heureusement, il y a Ulmo, qui est un peu l'ange marin, quoi, qui arrive avec une solution, mais de giga tchad. Il déplace une île entière pour s'en servir comme d'un radeau. Oui bon, les mecs n'avaient pas encore inventé les bateaux, donc quand t'as pas de cerveau, tu peux toujours compter sur la force. Du coup, les Vanuar et les Noldor qui étaient sur la plage montent sur l'île bateau et peuvent rejoindre le continent d'Aman où il y a Valinor. Et les Teleri? Eh ben eux, ils sont arrivés en retard, donc ils ont raté le ferry. Mais imaginez un peu le seum que tu dois prendre quand ça fait un siècle que tu te balades avec cet objectif et que sur la ligne d'arrivée, tu t'effondres comme ça. Fais chier quoi. Bon, au final, les elfes en Valinor insistent auprès d'Ulmo, et après 17 années des arbres, donc 170 années normales, Ulmo se décide enfin à refaire l'aller-retour pour aller chercher les Teleri. Mais du coup, là encore, il y a une partie des Teleri qui finalement veut plus aller en Valinor. Ils restent là où ils étaient, dans les forêts, sur les plages, etc. Alors, ça donne l'impression que les Teleri commencent à nous les briser, hein. Bon, oui, c'est des elfes, je vous avais prévenu. Mais vous allez voir que par rapport aux autres, c'est des bisounours. Pendant ce temps-là, il y a toujours les autres Teleri qui cherchent leur roi dans les forêts, là. Les mecs sont déterminés. Et leur détermination va leur donner raison, puisque oui, ils le retrouvent. Enfin, ils le retrouvent. Le mec, en fait, sort de sa transe. C'est pas moi, c'est Olwë, c'est... Oh, qu'est-ce que je fous là, moi? C'est le Big Love avec Melian, du coup il s'installe au cœur de la forêt du Beleriand, dans un royaume qui sera ensuite appelé Doriath, dont ils seront les souverains, avec du coup un nouveau peuple appelé Sindar ou Elfe Gris. Pour en revenir aux Teleri, qui sont donc sur le plus gros radeau de l'histoire, juste avant d'avoir totalement atteint le continent d'Aman, ils se rendent compte d'un truc cool. Ils sont en fait entre la lumière de deux mondes. C'est-à-dire que Valinor est éclairé de deux arbres gigantesques, magiques, magnifiques, et le reste d'Arda est éclairé par les étoiles. Et là, ils arrivent à l'endroit où ils bénéficient des deux lumières. Du coup, ils demandent à Ulmo d'arrêter l'île, de la refiger, et comme ça, ils peuvent rester
entre les deux. Vous nous prenez vraiment pour des cons? Alors oui, d'accord, vous savez qu'on dirait qu'ils abusent un peu, mais vous allez voir, ils sont sympas. Hein. Puis finalement, des Téléris de l'île veulent finir leur route et demandent encore à Ulmo... Bon, ok, ils sont casse-couilles. Bon, maintenant ils sont en Valinor. Et les débuts en Valinor, je peux vous dire qu'ils sont libérés. En gros, les gars passent leur temps à apprendre des choses et à se reproduire en fait. Par contre, ils déchantent vite parce qu'ils se rendent compte qu'en fait, pour les elfes, quand tu fais des enfants, ça te draine un petit peu de ton énergie, de ta vitalité. Donc, c'est comme si ça les faisait vieillir un peu. Tu me diras, les humains, c'est un peu pareil. Hein. L'exemple extrême, c'est avec Finwë, le roi des Noldor, qui épouse Myriel. Elle tombe enceinte après leur mariage, sauf que pour elle, c'est pas juste un peu d'énergie qui passe dans la grossesse. Son corps et son esprit sont consumés par l'enfant. Et même quand elle accouche, ça ne s'arrange pas. Une grande lassitude grandit en elle, au point qu'elle souhaite crever. L'enfant s'appelle Kuru Finwë d'après le père, mais il est plus connu par le nom donné par sa mère, Fëanor, qui veut dire esprit de feu. Elfe qui sera ensuite considéré comme le plus puissant des Noldor, on va en reparler un paquet de fois, vous allez voir. Bon, évidemment après lui, sa mère ne veut plus d'enfants. Logique en fait, elle veut juste survivre. Mais papa Finwë, il est pas content. Le gars avait prévu d'essorer sa femme d'enfant. Et ça c'est encore la dictature du patriarcat. Du coup il en parle à Manwë, qui est un peu le chef de tous les Valar. Et Manwë, il va lui donner un conseil aux petits oignons. Écoutez ça, il lui dit de confier sa femme à Lorien, le Valar, qui va l'accueillir dans ses jardins pour qu'elle puisse récupérer de sa lassitude. Donc elle y va, elle s'endort sous un arbre, et là, son esprit quitte son corps. Mais merci du conseil, Manwë. T'imagines comment les elfes après ça, ils devaient flipper de la sieste? Tu ne viens pas dormir, dit Borwë? Non, non, ça va, pas fatigué. Du coup, Finwë devient le premier elfe à ressentir du désespoir en Valinor, et reporte tout son amour sur son fils unique, Fëanor. Pas rancunier le mec. Mais au bout d'un moment, Finwë va quand même voir Manwë pour râler. Mais pas pour la disparition de sa femme. Non, ce salopio il râle parce que comme les elfes ils sont censés avoir un seul partenaire pour toute leur vie, et là, lui il se retrouve bloqué, il peut pas avoir de nouvelles femmes, et donc surtout, il ne peut pas avoir d'autres enfants. C'est tout ces gamins là. Il est dit que Manwë fut ému et qu'il convoqua les Valar pour un nouveau conseil. Alors Manwë, t'es pas ému, tu te sens coupable. Et à juste titre, parce que l'idée de la sieste, c'était ton idée. En tout cas, les Valar font une nouvelle règle, on peut obtenir l'accord de se remarier si la précédente union est bien abrogée pour toujours. Donc typiquement un esprit qui quitte le corps. Quoi. Du coup, dans la foulée, Finwë épouse Indis et ils ont 5 enfants ensemble. Finwë, il est content. Hein. Par contre, ça plaît pas à Fëanor. Dans les enfants de cette nouvelle union, il y a surtout 2 fils qui seront importants. Il y a Fingolfin, qui est le plus fort et le plus vaillant, qui est brun. Et il y a Finarfin, qui est blond, qui est le plus beau et le plus sage. Et c'est le seul Noldor à être blond. Attardons-nous maintenant sur Fëanor, parce qu'il incarne l'elfe, la quintessence de cette sale race, mais alors dans toute sa splendeur. Au fil du temps, Fëanor devient grand, beau, les yeux perçants et les cheveux noirs. Il est très talentueux et obstiné. Et surtout, c'est le plus habile de ses mains parmi les Noldor. Dans sa jeunesse, il rencontre Nerdanel, la fille de Martan, qui est décrit comme un grand forgeron Noldor, roux et barbu. Oui, moi aussi je suis sous le choc. Il y a des elfes roux et barbus. Nerdanel et Fëanor se ressemblent d'esprit, mais Nerdanel est plus patiente et elle est une des rares personnes capables de calmer Fëanor quand il s'enflamme. Du coup, ils deviennent d'abord compagnons de voyage, puis ils se marient, le classico. Comme Fëanor est toujours bien vénère du remariage de son père, il préfère rester loin de sa nouvelle belle famille. Du coup, il passe beaucoup de temps avec Nerdanel et avec Martan qui lui apprend la forge. Nerdanel et Fëanor ne chôment pas et ils font 7 fils. Vu qu'un gamin ça te pompe l'énergie vitale chez un elfe, je vous laisse imaginer l'état de la pauvre Nerdanel à la fin. Ça va chérie, t'as l'air fatigué. Oui, j'arrive. Petit coup de pompe là. Les fils sont Maedhros, Maglor, Celegorm, Caranthir, Curufin, qui est le père de Celebrimbor, dont on reparlera un petit peu, et les jumeaux Amrod et Amras. Je sais, vous n'allez jamais retenir ces noms, mais on est ensemble et accrochez-vous parce que c'est pas fini. Les demi-frères de Fëanor aussi se sont mariés et eux aussi ils ont eu des enfants. Fingolfin a fait des mouflets bruns dont Fingon, Turgon et Aredel, et Finarfin fait des blonds dont Finrod, Orodreth et la fameuse Galadriel. Bref, tout ce beau monde grandit et s'épanouit tranquillement. Mais un beau jour arrive un moment clé de l'histoire. Melkor est libéré. Donc l'individu qui est le mal incarné, haineux des elfes, qui vient de passer 3 âges tout seul emprisonné, je vous laisse imaginer l'état de sa santé mentale. Et il revient parmi les gens. Il repasse devant le conseil des Valar et il découvre Valinor qui s'est embelli, notamment grâce aux elfes. Le mec revrit aussitôt et du coup se met en tête de leur nuire. Comme s'il avait besoin de ça. Alors évidemment au début il cache son jeu, il se met à aider tout le monde parce qu'en fait il est sous surveillance. Mais grâce à ce bon comportement, il est rapidement libre de ses mouvements. Qu'ils sont naïfs, ces Valar! Melkor cherche la compagnie des elfes et les aide toujours plus, surtout les Noldor qui sont avides d'apprendre. Sauf qu'au fond de lui, bien sûr, il les déteste. Et quelque part, je le comprends. Ce bon vieux Fëanor a une espèce de mauvais pressentiment, et à un moment il se dit
ça serait bien de préserver la lumière des deux arbres. Et grâce à sa nièce, il a une idée. Parenthèse là-dessus d'ailleurs. Sa nièce, c'est la fameuse Galadriel, qui a donc des cheveux blonds magnifiques, à tel point que les autres elfes disent qu'elle aurait capté la lumière des arbres. Et ce taré de Fëanor, il a rien trouvé de mieux que de demander à sa nièce de lui filer des mèches de cheveux. 3 fois il le lui a demandé, et 3 fois elle a refusé. Non mais t'imagines comme c'est malaisant quand ton oncle vient te redemander des mèches de cheveux alors que tu l'as déjà dit non? Allez, s'il te plaît Galadriel, allez, juste une petite mèche là. Oh, s'il te plaît, s'il te plaît. Du coup, inspiré par Galadriel et grâce aux compétences de Martin, Fëanor se met à l'ouvrage et crée 3 joyaux légendaires, les Silmarils. Des joyaux qui enferment donc la lumière des arbres et qui sont en plus bénis par les Valar qui leur confèrent encore plus de grandeur. Par contre, ils ne peuvent pas être tenus par des mains impures, ils brûlent les mains des méchants quoi. Et du coup, Melkor voit ça, il est encore plus jaloux, et il les désire plus que tout. À force d'efforts, Melkor parvient à empoisonner l'esprit des Noldor, et à même leur faire croire qu'en fait, les Valar les retiennent en Valinor par peur, pour ne pas perdre le contrôle. Les Noldor commencent donc à râler contre les Valar, et à devenir orgueilleux. Fëanor de son côté, il brûle d'un amour malsain pour ces Silmarils. Il les garde enfermés et ne les montre qu'à son père et ses fils. Même Ner'danel n'arrive plus à le calmer. Tiens, ça vous rappelle rien ? Fëanor devient de plus en plus parano jusqu'à péter un plomb sur son demi-frère Fingolfin qui va même menacer de mort en lui pointant une épée sur la gorge lors d'une dispute. Alors les Valar se réveillent enfin et comme d'habitude qu'est-ce qu'ils font? Ils convoquent tout ce beau monde pour se faire un bon petit conseil. Bon, pour une fois, le conseil a le mérite d'être efficace, puisqu'ils arrivent à démasquer Melkor. Mais Fëanor est quand même condamné à 12 ans hors de la ville, parce qu'il a dépassé les bornes. Donc, il s'exile, et finalement, il y a un paquet de Noldor qui le suivent, dont Papa Finwë. Du coup, ils vont vers le nord, et ils construisent une place forte qu'ils vont nommer Formenos. Du coup, c'est Fingolfin qui devient roi, et en faisant ça, ils réalisent en fait les pires craintes de Fëanor. Donc, grosse ambiance en Valinor. Pendant ce temps, Melkor qui a senti le vent tourner, il se faufile hors de la ville, puis il débarque à Formenos pour continuer à empoisonner l'esprit de Fëanor. Bon, là je suppose qu'il doit y aller vraiment à la truelle, parce que même Fëanor, qui est en train de vriller complet, se rend compte que Melkor, il est en train de faire tout ça parce qu'il convoite les Silmarils. Donc ni une ni deux, il le fout dehors. Du coup, Melkor se barre, et au cours de sa fuite, il fait la rencontre d'un être hors du commun. Dans le sud du continent d'Aman, il rencontre la gigantesque Ungoliant, une putain de maxi-araignée dégueulasse là. Donc probablement l'ancêtre de celle que vous avez vue dans Le Seigneur des Anneaux ou dans Le Hobbit. Elle est très puissante, mais elle a un problème, elle a faim. Comme je la comprends. Du coup, Melkor lui promet des joyaux elfes pour assouvir sa faim. Oui, bon, elle bouffe des bijoux, hein, chacun son truc. Pour prouver sa bonne foi, il lui file 2 joyaux qu'il avait chourés à vos elfes, et la grosse mémère reprend des forces. Plus elle en prend, plus elle grossit, et plus elle peut tisser des fils d'obscurité qui absorbent la lumière. Une fois qu'il l'a bien chauffée, direction Valinor. Là-bas, c'est la fête pour les récoltes, les Teleri n'y viennent pas, et les Noldor de Formenos non plus, à part Fëanor, qui vient sans ornement. Il retrouve son frère Fingolfin, et ils se réconcilient en paroles. Fingolfin s'enflamme même un petit peu trop, puisqu'il prend un engagement auprès de son frère. Il lui dit « Conduis-moi, et je suivrai ». Quelle idée! Mais au même moment, Melkor et Ungoliant atteignent les arbres et enveloppent la colline d'obscurité. Melkor transperce les arbres de sa lance, et Ungoliant suce toute la sève et les empoisonne jusqu'à les tuer. Elle absorbe toute lumière et sécrète des vapeurs noires tout en grossissant, au point de faire peur même à Melkor. Surtout qu'à la base, il n'avait pas prévu de respecter le deal lui, donc en fait il veut s'échapper, mais là il peut plus parce qu'elle est devenue trop puissante. Donc il est collé avec elle et les deux loulous continuent leur raid vers le nord. Pendant ce temps, tout le monde se réunit autour des arbres morts, et la Vala Yavéna dit que si elle peut récupérer un peu de la lumière des Silmarils, elle pourrait peut-être raviver les arbres. Donc, rallumer la lumière de tout un continent, quoi. Et ce bon vieux Fëanor, en bon elfe qu'il est, que fait-il à votre avis? Il refuse, bien sûr! Au même moment, des messagers de Formenos arrivent et annoncent qu'ils ont été attaqués par Melkor et une autre entité. Et que, hélas, Papa Finwë s'est fait tuer, ce qui en fait le premier elfe mort en Valinor. C'est à ce moment-là que Fëanor maudit Melkor et le renomme Morgoth, le noir ennemi du monde. Et au passage, il maudit aussi l'invitation de Manwë à la fête, parce qu'après tout, ça mange pas de pain de cracher du venin sur tout le monde. Pendant ce temps, Morgoth et Ungoliant ont pas perdu de temps et ont continué la route en passant par les glaces du nord pour rejoindre la terre du milieu. Par là, quoi. Parce que Morgoth veut rejoindre sa forteresse d'Angband. Mais Ungoliant comprend l'objectif de Morgoth et le contraint à faire une pause quand ils arrivent, car elle a toujours faim et elle veut qu'il lui donne le reste des trésors de Formenos. Alors Morgoth essaie de ruser, mais il ne peut pas se défiler, donc il donne de la main gauche. Puis l'araignée le force à ouvrir la main droite, et elle contient en fait les Silmarils, qui malgré un écrin de cristal, commencent déjà à brûler la main de Morgoth. Oui, parce qu'il n'est pas pur, pour ceux qui n'ont pas encore raccroché les wagons.
Ungoliant est devenue extrêmement puissante, donc elle se saisit de Morgoth par le callback et elle le secoue un petit peu. Tu ne commences pas à me chanter par le callback! Et cette baltringue pousse un grand cri qui résonne jusque dans les montagnes. Et son cri n'est pas inutile parce qu'il y a des balrogs cachés dans les profondeurs d'Angband qui entendent ce cri et qui viennent au secours de leur maître. Du coup, Ungoliant fuit et va se cacher dans une montagne proche. Apparemment, elle y découvre d'autres araignées géantes, elle s'accouple avec elles, puis elle les bouffe, avant de continuer sa route vers le sud, en laissant sa progéniture derrière elle. La légende dit qu'Ungoliant a péri dans la solitude, se dévorant elle-même. Techniquement, pas facile hein, quand même. Morgoth, lui, reprend Angband et érige 3 pics volcaniques, le Tangorodrim. Puis il relance la production et lève des troupes. Il se fabrique aussi une couronne de fer pour y incruster les Silmarils, mais ses mains restent brûlées, attisant sa haine des elfes. Sauf qu'il n'arrive pas sur une terre vierge, parce que rappelez-vous qu'il y a un paquet d'elfes qui sont restés en terre du milieu. Notamment le roi qui avait bugué sur Melian dans la forêt là, et qui se fait maintenant appeler Thingol, qu'on va dire Singol. Et ben ces elfes là, ils ont pas chômé pendant l'absence de Morgoth. Notamment parce qu'ils ont rencontré les nains, et ça les a bien aidés à prospérer. D'ailleurs, petite anecdote qui m'a tué sur leur rencontre. En fait, les elfes ils rencontrent d'abord ce qu'on appelle les petits nains, une espèce de sous-race de nains qui vit un peu à l'état sauvage quoi. Et ils comprennent pas que c'est une espèce intelligente ces connards. Donc, ils les chassent comme du gibier. C'est seulement quand ils rencontrent les vrais nains que ceux-ci leur expliquent que les petites bestioles, là, c'est leurs cousins. T'imagines le malaise? Ah mais attention, ça c'est pas des animaux, hein, c'est des petits nains. C'est d'anciens membres de notre peuple. Ah! Pourquoi, vous en avez déjà rencontré? 23-0. Tu devrais y arriver, mon vieux, ça court pas bien vite ces petites bestioles. Non, non, comme ça, vu de loin, quoi. Enfin, en tout cas, les elfes appellent les Naugrim, qui veut dire le peuple rabouri. Donc on est quand même toujours sur une approche de connard. Mais au final, ils s'entendent bien, et ils font du commerce ensemble, et grâce à la collaboration, ils créent même la cité elfique de Menegroth, les 1000 cavernes. Bref, et du coup, quand Morgoth revient et relève des armées, c'est Singol et tous les elfes de la région qui se les coltinent. Il y a une petite guerre et les elfes locaux en sortent à peu près victorieux. Même si au final, ils se retranchent dans les bois et il y a Melian qui jette un sort sur la forêt qui fait qu'en fait, ça dispose des ombres et des pièges tout autour de la forêt. On appelle ça la ceinture de Melian. Et c'est là que le royaume est appelé Doriath, qui veut dire ceinture. Par contre, hors des frontières de Doriath, c'est open bar pour les troupes de Melkor. Et c'est donc après cette petite guerre que les autres elfes de Valinor vont débarquer. Après tout le bordel autour des arbres, Fëanor donne un discours plein de colère qui embrase la foule. Il dit que son père est mort, et donc maintenant, c'est lui le roi. Puis il accuse encore les Valar d'avoir enfermé les elfes en Valinor, donc il encourageait Noldor à quitter Valinor avec leurs armes pour regagner la Terre du Milieu et combattre Morgoth. Mais surtout, Fëanor et ses fils prêtent un serment. Un serment terrible que rien ne peut briser. Ils jurent d'anéantir quiconque serait en possession d'un Silmaril. Morgoth, Valar, elfes, peu importe. Et le truc avec les serments dans l'univers de Tolkien, c'est que c'est pas des choses prises à la légère, c'est quasiment des engagements magiques, qui fait que tu peux pas vraiment les briser sans risquer des répercussions mais terribles. Bon au final, même après s'être chauffé, ils mettent quand même un bon moment avant de partir, genre une année des arbres, donc ça fait 10 ans. Une fois pris, ils se regroupent en 2 armées, une à Fëanor et une à Fingolfin, qui est l'armée la plus nombreuse avec dedans le frère Finarfin aussi. Même si lui il est pas très chaud. Fingolfin suit donc Fëanor en 2e suite à sa promesse. Seul 1/10 des Noldor reste en Valinor pendant que le reste part en suivant les traces de Morgoth qui vont vers le nord. Mais rapidement, Fëanor se rend compte que passer à pied par le nord avec autant de monde, ça va être très compliqué. Faudrait mieux des bateaux quoi. Et comme les Noldor n'ont pas de bateau, ils demandent aux Teleri s'ils peuvent leur en prêter. Oui, parce que donc il y avait les Teleri sur l'île, mais il y en a aussi qui se sont installés sur la côte dans une ville qu'ils ont appelée Alqualondë. Sauf que eux, ils sont peinards dans leur coin et ils s'en foutent un peu des affaires des autres quoi. Surtout qu'ils ont jamais reçu Morgoth, donc pour eux, ils sont 100% fidèles aux Valar. Et en plus, leurs bateaux sont des merveilles, c'est un petit peu leur Silmarils à eux. Donc bref, tout ça pour dire qu'ils sont pas du tout chauds pour les prêter à Fëanor. Du coup, Fëanor, King of Isdup, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher son armée et il essaie de prendre les bateaux de force. Donc forcément, les Teleri, ils se défendent. Du coup, petite bataille entre elfes. Bataille équilibrée au début, mais Fingon, le fils de Fingolfin, arrive et pense en fait que ce sont les Teleri qui essaient d'empêcher les Noldor de partir sur ordre des Valar. Un petit proco. Du coup, il rejoint la bataille, et là c'est moins rigolo, puisque les Teleri se font massacrer et voler leurs bateaux. Et ça, ils s'en vantent pas, le petit aileron. Du coup, il y a Uinen, qui est une Maya au service d'Ulmo, qui est vénère de chez vénère. Elle déchaîne les vagues, une véritable tempête, et une partie des bateaux
sombre dans la mer. Pas longtemps après, ils se font aussi arrêter par une espèce de messager qui serait Mandos, qui est un peu l'ange de la mort, et qui les encourage à faire demi-tour sous risque de subir une terrible malédiction. Ils ont tué leur frère et doivent accepter le châtiment des Valar. Mais bon, vous commencez à comprendre à qui on a affaire. Fëanor lui fait un bon gros doigt et il continue sa route vers le nord, suivi de Fingolfin. Par contre, Finarfin fait demi-tour, il est très amer contre Fëanor. Il demande le pardon aux Valar, car lui et sa compagnie n'ont pas participé au massacre des Teleri. Ses fils, par contre, restent avec leur cousin, idem pour Galadriel, qui voulait elle vraiment trop partir de Valinor. Bref, les armées avancent en passant par le nord, t'as une partie à pied et l'autre avec des bateaux. Ils passent par le nord parce que l'idée c'est donc de diminuer la distance entre les deux continents, et j'imagine aussi que c'est par manque de connaissances nautiques. Mais une fois dans les glaciers, ils savent plus vraiment comment traverser, parce qu'ils n'ont pas assez de bateaux pour tout le monde suite aux tempêtes de Winen. Et traverser par le sol serait beaucoup trop dangereux pour une telle armée. Du coup, les troupes de Fingolfin commencent à ruminer sévère contre Fëanor. Ce fils de Up le sent, et devinez ce qu'il fait. Il embarque ses fils et son armée fidèle, il grimpe sur les bateaux, et il se casse en secret sans rien dire à personne. Attendez, et la puterie n'est pas finie, écoutez ça. Une fois arrivé en terre du milieu, son fils aîné demande à Fëanor qui doit aller récupérer les autres elfes avec les bateaux. Mais Fëanor rit et dit qu'il ne récupérera personne. Il fait même mettre le feu aux navires Teleri. Et ainsi disparaissent les plus beaux navires jamais construits. En fait, dans la pire des races, Fëanor, c'est une sous-race à lui tout seul. Et puis, non seulement c'est un gros fils d'up, mais stratégiquement, c'est débile comme décision. Et venez pas me sortir des exemples de généraux qui ont déjà fait ça. Il est dit que le feu monte si haut que Fingolfin le voit depuis les glaciers. Du coup, ce pauvre Fingolfin décide de poursuivre son traître de demi-frère et passe par la banquise du Nord. Ça lui prend 3 ans de l'âge des arbres. Mais quel enfer! Tous les survivants deviennent encore plus résistants et encore plus énervés. Tu m'étonnes. Donc il y a Fingolfin, ses fils Fingon et Turgon, ainsi que Finrod et Galadriel. Et lorsqu'ils arrivent en Terre du Milieu, ils assistent à un spectacle exceptionnel, le premier lever de la lune. Pendant que Fingolfin se balade dans la neige, Fëanor, lui, il marche avec son armée et en fait se fait attaquer par surprise par les soldats de Morgoth, qui eux aussi avaient vu les flammes. Alors ils pensent payer l'affaire rapidement avec leur surnombre, mais en face, ils ont des elfes bien vénères, bien tarés et bien équipés. Du coup, les elfes repoussent les orques et engagent la poursuite jusqu'à Angband. Bon, la sagesse voudrait que les elfes fassent un siège intelligent de la forteresse. Mais Fëanor, il est ivre de rage. Donc il pousse jusqu'à Angband et en fait il se retrouve très en avant de son armée, isolé avec une poignée d'hommes. Du coup les troupes de Morgoth font volte-face et tout le monde en fait veut l'affronter, et t'as même les Balrogs en fait qui arrivent en masse pour le défoncer. Donc Fëanor et ses hommes se retrouvent encerclés, et là, malgré tout, ils arrivent quand même à se battre comme des chiens jusqu'au bout. Fëanor il encaisse blessure sur blessure, il continue à se battre, et c'est finalement Gothmog, le prince des Balrogs, qui arrive à le mettre à terre. Et alors que Gothmog s'apprête à l'achever, t'as les fils de Fëanor qui arrivent, et qui arrivent à repousser tout le monde et à faire même reculer les Balrogs dans la forteresse. Donc là, faut quand même reconnaître qu'ils sont solidaires les elfes, parce que tu fais ça avec des hommes, au bout de 10 minutes, t'as une sauce bolognaise. Et voilà. Les fils veulent ramener papa Fëanor au campement dans les montagnes, mais en cours de route, il leur demande de s'arrêter, car il sent qu'il va mourir. Il regarde vers les montagnes de feu devant la forteresse, et il se dit que personne ne pourra jamais vraiment vaincre Morgoth ici. Donc, il demande quand même à ses fils de tenir leur serment et de récupérer les Silmarils. On ne gagnera jamais, mes fils. Alors, continuez à vous battre. Papa, tu viens de dire... Ferme ta gueule, Celeborn. Papa... T'as toujours été qu'une merde de toute façon. Puis il meurt. On dit que son corps tombe en poussière après que son âme l'ait quitté. Tellement elle était ardente, caliente. Ainsi, le plus grand elfe et le pire père de l'histoire meurt sur le territoire de Morgoth. Ensuite, Morgoth tend un piège au fils de Fëanor et il arrive à capturer Maedhros, qu'il va suspendre par une chaîne au-dessus de ses volcans. Et c'est donc après tout ça qu'il y a le premier lever de la lune et que Fingolfin arrive bel et bien en Terre du Milieu. Et juste après, premier lever de soleil. Alors ce que je viens de vous raconter, c'est juste une partie du premier âge. Je vais pas vous raconter tous les détails de la suite parce qu'il me faudrait faire une vidéo de 3 heures. Mais en gros, c'est un enchaînement entre quelques périodes de paix et surtout des guerres en fait entre les elfes et Morgoth. Au début, Morgoth donne l'impression que vraiment il perd tout le temps et qu'il va jamais réussir à relever la tête. Sauf que sur la fin, la tendance s'inverse et on a vraiment l'impression qu'il va réussir son coup. Jusqu'à ce que les Valar reviennent, lui remettent une raclée, mais cette fois-ci en mode vénère de chez vénère, et le bannissent en fait de la planète. Et ils détruisent au passage tout le Beleriand, donc en fait toute la partie ouest de la Terre du Milieu finit sous l'océan. D'où cette carte de la Terre du Milieu au deuxième âge, sans le Beleriand qui a disparu ici. Alors après avoir entendu tout ça, vous vous dites « Waouh, ça va, ils sont pas si terribles les elfes, c'est Fëanor en fait ». J'ai pas voulu faire une vidéo de 4 heures, mais pendant tout ce premier âge, c'est que de la puterie d'elfes. Déjà quand les humains apparaissent, écoutez comment les elfes les nomment officiellement. Le second peuple, les derniers nés,
Les suivants, les maladifs, les mortels. Bon, tu sens déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'amour, mais encore ça va. Et maintenant, écoutez les surnoms. Les usurpateurs, les étrangers, les maudits d'eux-mêmes, les maladroits, ceux que la nuit effraie, les enfants du soleil. Alors là, tu te dis, ah, mais c'est vrai, c'est sympa les enfants du soleil. Non, non, non. Je vous rappelle que pour les elfes, le soleil, c'est un peu la version Wish de la lumière. Hein. Et le dernier, les impénétrables. Je veux pas savoir celui-là comment il est apparu. Mais bon, encore, ça va. Le pire, en fait, les elfes, c'est entre eux qu'ils le font. Alors, je vais pas vous reparler d'autres guerres fratricides, mais il y en a eu. Mais je vais vous donner quelques petits exemples plus nichés. Prenons par exemple l'elfe Maeglin qui se fait capturer par les troupes de Morgoth et qui, sous la torture, révèle comment accéder à la cité secrète de Gondolin. Alors, je dis torture, mais en fait, il accepte surtout de prendre le trône de Gondolin et il accepte si on lui file la main de sa cousine, sur laquelle il fantasme depuis des années. Ou alors on pourrait aussi parler de l'exemple de Lucienne qui passe sa vie à se faire trahir par son père et ses amis elfes, tout ça parce qu'elle est amoureuse d'un humain. Bon, pour Lucienne, il y a quand même une fin heureuse à son histoire parce que après avoir traversé des épreuves incroyables dans la mort, au passage, Lucienne arrivera à être heureuse avec son petit humain. Ils vont faire un bébé, qui va lui-même faire un bébé, qui va s'appeler Elrond. Donc Elrond le demi-elfe, ferme bien ta gueule. Enfin bref, une sale race. Et ça, c'est que pendant le premier âge. Alors certes, c'est là où il y a eu le plus de folie de la part des elfes, mais ça s'arrête pas après. Genre, je vous donne juste une petite info sur les elfes au deuxième âge. Il y a un moment où ils accueillent un personnage qui est en fait Sauron déguisé, ils vont devenir potes avec lui, il va leur apprendre des trucs de forge, tout ça, et avec eux, il va forger les anneaux de pouvoir. Notamment grâce à Celebrimbor, qui est donc le dernier descendant de Fëanor. Voilà, c'était juste une petite info, je vous laisse la digérer et puis comprendre l'importance que ça va avoir dans le reste de l'histoire du monde, en plus de toutes les conneries faites avant. Hein. Ouais, mais au final, ils sont pas pires que les humains, quoi. Alors, c'est vrai que ce que je viens de vous raconter, honnêtement, des humains auraient pu le faire, même si en général, on est encore plus teubés que ça, nous. Mais quand c'est des elfes, je suis désolé, c'est pire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont immortels. Ils sont pas censés être angoissés, stressés par la mort. Ils craignent pas les maladies. À la base, physiquement, ils sont plus forts. Ils craignent pas vraiment le froid. En fait, il y a moins de choses qui doivent les rendre irrationnels, en fait. Puis ils ont vécu des siècles avec les dieux. Ils devraient en tirer de la sagesse. En fait, tout ce qui peut excuser la médiocrité des humains, ça marche pas pour les elfes. Ils sont censés être les meilleurs des meilleurs. Et ils sont aussi pourris que les autres. En plus, ils abandonnent petit à petit les hommes pour aller en Valinor, alors que nous, on n'a pas le droit d'aller en Valinor. Donc oui, les elfes sont bien la pire des races parce qu'ils n'ont aucune excuse. Mention honorable quand même à Fingolfin, Finrod et Glorfindel qui sont vraiment cool et badass. Bon, et si vous préférez voir des méchants se faire malmener, j'ai aussi craché mon venin sur Voldemort et sur Sauron. Et bien sûr, tout ça c'est que de l'amour parce que j'adore ces univers. Bisous.